Bonjour mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices de Radio Djena. La violence faite aux femmes et aux filles reste l'une des violations des droits de l'homme les plus systématiques et répandues au monde. On estime que 35% de femmes dans le monde ont été victimes à un moment donné de leur vie de violences conjugales sexuelles ou intimes ou d'une agression sexuelle commise par une personne ou par leur partenaire. Ce chiffre s'élève à 70% dans certains pays. À travers le monde, plus de 700 millions de femmes actuellement en vie ont été mariées durant leur enfance. Environ 120 millions de filles à travers le monde ont été contraintes à des rapports sexuels ou à d'autres actes sexuels forcés. Ces chiffres qui font froid dans le dos relèvent la diversité des violences dont sont victimes les femmes et filles dans le monde. Le sujet nous interpelle dans l'émission L'heure du droit à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Pour nous appesantir sur les cas togolais, nous recevons Madame Princesse Sabi du groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GFDD. Madame Princesse Sabi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'heure du droit, c'est sur Radio Djena, sur le www.radio.djena.tg et c'est parti. De retour dans cette émission, on parle généralement de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Alors pourquoi est-ce que cette journée, pourquoi une telle initiative, Princesse Sabi? Okay, merci. Et vous l'avez dit dans votre introduction, nous savons que dans le monde entier, depuis des décennies, ce sont les femmes qui ont toujours été victimes de nombreuses violences. Malgré les instruments juridiques internationaux qui ont été mis en place, les femmes continuent pas à être victimes de violences. Et ainsi, les États et les gouvernements en ont pris vraiment conscience et ont décidé de faire de cela une bataille. Donc, on a mis en place de façon au niveau national des instruments qui peuvent protéger et surtout faire la promotion des droits de la femme. Et je peux dire la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, on peut dire qu'elle a sa source en 1960. Et à partir du moment où trois sœurs, je pense, les trois sœurs Mirabal, je pense, qui ont été assassinées et en République dominicaine, je crois que ça doit être le 25 décembre également. Et la République dominicaine a décidé de commémorer cette journée, cet assassinat, si je pense, parce que ce sont des femmes qui luttent effectivement pour les droits de la femme dans leur en République dominicaine. Donc, on a décidé de faire de cette journée une journée de réflexion peut-être, justement, qui soit dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et quelques années plus tard, les Nations Unies ont aussi vu, et voulant commémorer cette journée, ont décidé de façon internationale à considérer ou bien prendre la date du 25 décembre comme une journée qui soit dédiée à la femme, une journée de lutte contre les violences, et a fait appel aux États, aux organisations, et qu'au cours de ces journées, de vraiment faire une réflexion sur les violences faites aux femmes. Alors, quand on parle de violences faites aux femmes, on sait qu'il y a plusieurs violences. Alors, qu'est-ce qui caractérise exactement les violences dont vous, les femmes, vous faites face? Ok, quand on dit violences faites aux femmes, de façon générale, ce sont si je peux le dire, des actes de violence qui sont faits à l'encontre de la femme, qui entraînent ou bien qui sont susceptibles d'entraîner certaines souffrances ou conséquences de nature physique, psychologique ou sexuelle. Donc la femme a toujours été victime de ces violences. Les maltraitances, les mariages précoces et les violences conjugales, tous ces maltraitances, tous ces traitements envers la femme constituent des violences que subissent toutes les femmes. Alors, vous avez parlé dans votre introduction des arsenaux juridiques qui ont été mis en place par les Nations Unies et divers États. Au niveau des Nations Unies, dites-nous globalement, quels sont les arsenaux dont vous disposez, les femmes, aujourd'hui, pour lutter contre ces violences, avant qu'on ne revienne sur le cas typique togolais? Ok. Quand on parle du droit de l'homme, de façon générale, ça a pris sa source à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. C'est la Déclaration universelle qui a mis la base de l'égalité. Donc, quand on dit égalité, c'est entre l'homme et la femme. L'égalité de droit, bien sûr. C'est entre l'homme et la femme. Et plus tard, plusieurs instruments ont succédé.
Maintenant, le document, ou bien si je peux le dire, l'instrument juridique vraiment qui fonde vraiment, véritablement le droit de la femme, c'est la CEDEF, c'est la Convention et contre l'élimination de toutes sortes de discriminations faites à l'égard de la femme. Cette déclaration est vraiment un livret très, très, très important pour les femmes. Et les pays ont ratifié cette convention, dont le Togo, et qui a ratifié, et qui a refait des réformes, refait une autre politique qui puisse vraiment, vraiment protéger les femmes et surtout faire la promotion de leurs droits. Justement, pour protéger les femmes au Togo, on revient typiquement, quels sont les arsenaux juridiques, quels sont les textes aujourd'hui? Quand je cherche au niveau de la République togolaise, quel texte dois-je prendre pour dire je dois protéger une femme? Quel texte punit celui-là qui commet une violence envers les femmes? Okay, comme le premier document, oui. Quand on classe dans l'ordonnancement juridique, quand on classe les documents juridiques, je pense que le premier, c'est la Constitution togolaise. Qui met l'homme qui est au sommet de la pyramide. Justement, au même titre. Et après la Constitution, je pense au plan politique, si je peux revenir, avant de revenir au plan juridique. Au plan politique, nous avons la PNEG, qui est la politique nationale de l'égalité et l'équité genre. Cette politique vraiment met en œuvre les droits de la femme. Les politiques qui fait appel à la mise en place, ou bien à l'intégration plutôt du genre dans tous les secteurs. Nous avons notre plan, notre PND. Le Programme national de développement. Justement, qui aussi fait un focus sur le droit de la femme, l'autonomisation de la femme. Et maintenant, quand je viens au plan juridique, nous avons notre code, le code des personnes de la famille, qui a été révisé récemment. Ce code vraiment, vraiment, vraiment met l'homme et la femme à un pied d'égalité. Selon le droit, bien sûr. Oui. Et qui prend, comme on le dit, le code des personnes de la famille, c'est le code qui régit la famille. L'organisation de la famille. La famille, justement. Et donc, met l'homme et la femme. La femme n'est plus derrière l'homme, mais la femme est un allié de l'homme. Ce n'est plus l'homme est le chef de la famille comme l'ancien code. Non. Maintenant, l'homme et la femme sont chefs de famille. Sont chefs de famille. Parce qu'on s'est rendu compte que la femme vraiment apporte beaucoup dans la famille. Et il est important de considérer et de reconnaître vraiment la valeur de la femme. Et le législateur, conformément aux instruments internationaux dont le Togo a ratifié, il faut forcément revoir ça. Et donc, le législateur a mis l'homme et la femme comme chefs de famille, relativement au code des personnes de la famille. Et la femme peut succéder en tant que fille, oui. Bénéficier des biens de ses parents. Elle peut aussi succéder en tant que veuve. Et bénéficier des biens de son mari. De son défunt mari. Aujourd'hui, la loi reconnaît vraiment la place de la femme. Quand on prend le code pénal vraiment, avec cette réforme, le législateur a encore corsé les peines, juste pour dissuader les éventuels auteurs de violence. De violence. Donc, tout un chapitre a été consacré aux violences faites aux femmes. Ça voudrait dire que la violence, aujourd'hui, l'arsenal juridique en matière de droits de la femme est réel aujourd'hui. Donc, le législateur a même consacré tout un chapitre aux violences faites aux femmes. Et dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement? Toutes sortes de violences qu'on fait aux femmes, que ce soit une femme qui soit enceinte, une femme en situation d'handicap, tout est mis en place. Tout est reconnu, toutes sortes de violences faites aux femmes. Et le législateur est même allé loin en reconnaissant les violences sexuelles en matière conjugale. Ah bon? Aujourd'hui, les violences sexuelles dans le couple est puni. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez par violence sexuelle dans un couple? Effectivement, quand on dit violence sexuelle, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. L'harcèlement sexuel est une violence sexuelle. Dans le couple? Bien sûr. Dans le couple, une femme peut être harcelée sexuellement. Le viol, il y a le viol dans le couple également. Depuis fort longtemps, avec nos traditions, nos cultures, on se dit, on a toujours chosifié une femme. On n'a jamais reconnu qu'une femme peut être violée par son mari. Malheureusement, les femmes en sont vraiment victimes. Il y a des centres d'écoute qui sont là, des structures mises en place par les organisations de la société civile qui reçoivent ces genres de personnes. Et on s'est vraiment rendu compte que les viols vraiment existent dans le couple, au sein du foyer. Et le législateur a reconnu cela, a fait un focus et a puni cet acte
Donc, toute femme qui est victime de violences sexuelles au sein de son couple peut porter plainte, peut demander à ce que le juge... C'est vrai, le législateur, pour l'harmonie du foyer, n'a pas voulu en même temps aller à une peine d'emprisonnement. Je suis une amende et quelques peines. Juste pour tirer un peu les oreilles. Peut-être on peut demander au mari peut-être d'aller balayer la mairie, par exemple. Mais c'est les travaux d'intérêt public. Justement. Maintenant, c'est quand peut-être le mari récidive, il répète. Là, ça peut peut-être aller à une peine. Ça va aller à une peine d'emprisonnement. Oui, vous qui êtes au GF2D, vous êtes sur le terrain aujourd'hui. Quelle est la réalité que vous vivez avec les femmes par rapport à la violence au Togo? Quelles sont les violences les plus récurrentes que vous rencontrez? Vous savez, le premier problème, l'obstacle premier que nous avons, c'est que les femmes méconnaissent vraiment leurs droits. Dans ce domaine, franchement, étant donné qu'elles sont, la plupart sont analphabètes, elles méconnaissent vraiment leurs droits. Donc, nous essayons d'aller vers la population à travers nos sensibilisations des émissions radio, telles que ce que nous sommes en train de faire, pour au moins apporter l'information juridique aux femmes, que les femmes connaissent leurs droits, qu'elles connaissent les procédures à suivre en cas de violence. Ainsi, le GF2D, comme je l'ai dit, a mis en place des centres d'écoute. Les centres d'écoute sont des structures qui font l'accompagnement des victimes, qui apportent l'information juridique, qui assistent les victimes ou bien toute personne dans des procédures administratives et autres, judiciaires. Donc, les centres d'écoute sont là et qui sont gérés par des parajuristes. Les parajuristes, ce sont des acteurs locaux et des personnes dynamiques dans la communauté qui sont soucieux de protéger justement les droits de la femme. Donc, mais ce sont des personnes qui n'ont pas fait des études de droit. Pas forcément. C'est pour cela qu'on leur appelle parajuristes, parce que là, le GF2D leur a donné une formation de base juridique. Donc c'est pour cela qu'on les appelle les parajuristes. Ce ne sont pas des juristes. Et ainsi, ce sont ces personnes-là qui sont dans les centres d'écoute. Les centres d'écoute sont au nombre de 13. Sur l'étendue sur toute l'étendue du territoire. 6 mises en place par le GF2D et 7 mises en place par le ministère de l'Action sociale. Et de la protection féminine. Oui. Donc, ces centres d'écoute-là sont sur toute l'étendue du territoire et font le travail comme... Au sein des centres d'écoute, nous avons des juristes, bien sûr, pas seulement les parajuristes. Nous avons des juristes, des assistants sociaux aussi qui sont là. Donc, ces structures-là essaient, quand une femme est victime de violence et qu'elle approche un centre d'écoute, on essaie de l'écouter. Et au vu de ce que la personne a dit, à travers une invitation, une médiation ou une conciliation est faite, juste pour trouver un terrain d'entente, essayer d'apporter l'information qu'il faut aux deux personnes. Mais au cas où les deux personnes ne veulent pas s'entendre, là, le centre d'écoute ou bien les gestionnaires du centre d'écoute sont forcés de référer le cas et l'affaire à la justice. Mais quand il s'agit de certains types de violences, quand on parle de violences sexuelles, de viols et autres, là, la loi est très, très claire là-dessus. On est intransigeant. Justement, là, on ne cherche pas à faire une médiation, une conciliation, bien que les familles veulent toujours qu'on passe par cette procédure. Peut-être parce que je connais l'auteur, je connais les parents de l'auteur, je ne veux pas l'enfermer, parce que peut-être la société va mal interpréter. Tout le monde saura désormais que ma fille a été violée. Justement, quand je prends un cas où une petite fille a été sauvagement violée, avec ses parties intimes tellement déchirées, le monsieur nous a approchés, on a fait une procédure. L'auteur est actuellement en prison, mais tenez-vous bien que le papa n'est plus à l'aise dans son quartier parce que toute la population, les gens de son quartier essaient de le doiter chaque fois parce qu'on dit que l'auteur était un pauvre, donc il aurait pu faire autrement au lieu d'aller jusqu'à la justice. Et ça fait que parfois certains parents n'aiment pas dénoncer, surtout les violences sexuelles. Est-ce que par rapport à ça, on doit négocier avec la loi ou la loi doit être totalement intransigeante? Princesse Sabi. La loi est claire là-dessus. La loi est claire en matière de violence sexuelle. C'est-à-dire, il n'y a pas à négocier, quoi. Les faits sont là. Les faits sont là, il n'y a pas à négocier. Pour ça, forcément, il faut entamer une procédure judiciaire pour ça. Il faut que la victime ne se lave pas. Elle doit aller immédiatement à l'hôpital. Okay. Elle se fait soigner, c'est-à-dire faire des analyses, parce qu'une fois qu'elle se lave,
elle supprime parfois certains indices et on ne peut pas peut-être retrouver ces indices pour poursuivre l'auteur. Donc, elle va immédiatement à l'hôpital, elle fait des analyses, maintenant elle va à la police. Si elle ne peut pas aller à la police, elle a cette possibilité d'approcher ces structures dont je parle qui sont là. Il y a aussi les maisons de justice qui sont aussi créées récemment, qui font les mêmes choses que les centres d'écoute aussi. Donc, ils peuvent approcher, les victimes peuvent approcher ces structures ou même des organisations qui sont là, qui font la promotion, la protection des droits de la femme, les approcher et qui vont vous accompagner dans la procédure. Donc, au sein du GF2D, les centres sont là. Nous avons également mis en place un fonds d'assistance, le fonds que nous appelons fonds d'assistance juridique aux filles et femmes victimes de violences. C'est un fonds qui est mis en place en collaboration avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'Action sociale et certaines organisations financières de la place. Donc, c'est un fonds qui est mis en place qui apporte une assistance juridique à ces femmes. Nous avons constaté que plusieurs personnes nous approchent des femmes qui sont là, qui sont victimes, qui ne veulent pas rester en justice parce qu'elles ont peur, le coût est tellement élevé. Comment faire pour avoir un conseil, un avocat? Comment approcher un juge? Ce qui fait que les victimes ne veulent pas en parler lorsqu'elles sont victimes de violences sexuelles. Donc, on a pensé mettre en place ce fonds-là qui puisse apporter une aide à ces victimes-là. Et c'est une prise en charge holistique en matière la procédure judiciaire est prise en compte. On est en collaboration avec des avocats qui sont là. Et dès que nous avons un tel dossier et qu'on étudie le dossier, on apporte l'aide qu'il faut. Et en matière, au niveau médical aussi, c'est une aide holistique qui est faite. Mais quand on reçoit les cas de violences sexuelles sur mineurs, étant donné qu'il y a une structure aussi qui fait partie du comité du fonds, il y a une structure, le centre Kekeli, qui est là, qui est vraiment spécialisée dans le domaine de la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles. Donc, quand nous recevons ces genres de cas, nous les référons au centre Kekeli, qui fait aussi une prise en charge holistique, une prise en charge psychologique, une prise en charge médicale, une prise en charge juridique qui est faite de façon totale. Donc, quand nous recevons ces cas, c'est ce que nous faisons un peu. Maintenant, en matière conjugale, c'est là que nous mettons plus l'accent sur les médiations et les conciliations. Oui, parce que vous avez pris le temps de vous appesantir sur les violences sexuelles faites sur mineurs et sur autrui, sur d'autres femmes, alors que dans le foyer ou même dans la rue, il y a plusieurs autres violences. La femme, elle peut être tabassée, on peut peut-être lui donner trop de travail, on peut refuser de lui donner de l'argent. Et dans ces conditions, qu'est-ce que la femme togolaise doit faire? Comment faire respecter son droit, le droit d'obliger son mari à prendre soin d'elle? Est-ce qu'il faut forcément venir vers ces centres d'écoute, aller à la police? Quelle est la procédure? Ok. Et ce que nous constatons, ce que nous avons constaté sur le terrain, lorsque une femme va au niveau de la police ou la gendarmerie, elle se plaint, et ce n'est pas une violence physique. Malheureusement, parfois même pour des violences physiques qui ne sont pas tellement... Une baffe, par exemple, qu'on met à la femme. Comme ça, les polices, malheureusement, n'aiment pas gérer ces cas parce qu'ils disent que c'est une affaire familiale, c'est une affaire de couple, donc d'aller gérer. Et souvent, on renvoie ces femmes-là. Mais ça va se répéter, ça va se perpétuer. Malheureusement, ce n'est qu'en cas où la femme a été vraiment violemment battue et que les faits sont là, qu'on voit vraiment les blessures que la police essaie de gérer. À notre niveau, c'est vrai, il y a d'autres violences, et à part les violences sexuelles. Oui. Quand on prend les violences économiques, nous avons des hommes qui aujourd'hui ne veulent pas que leur femme exerce une activité génératrice de revenus. Donc, interdire à sa femme de travailler aussi, c'est une violence. Ça, c'est une violence. La femme a droit au travail, quoi. Elle a droit à son autonomie financière. Justement, elle a droit à son autonomie financière. Et donc, quand un homme refuse à sa femme de travail, ou peut-être la femme travaille, mais passe par tous les moyens pour que son activité n'avance pas, les centres d'écoute sont là aussi pour gérer ces cas. Comme je le dis, dans les centres d'écoute, on privilégie l'harmonie familiale. Les centres d'écoute ne sont pas là pour la séparation et les divorces. D'ailleurs, même nous n'avons pas cette compétence de prononcer le divorce, que le juge. Ça revient au juge. Donc, les centres d'écoute sont mis en place. C'est une façon de rapprocher la justice des justiciables, si je peux le dire.
de rapprocher ces services de la population. Parce qu'aujourd'hui, c'est mal vu, c'est difficile à la femme d'aller directement à la justice. Et surtout dans la société, dire qu'une femme a convoqué son mari à la justice. Franchement, c'est mal vu. Et ce n'est pas acceptable jusqu'à aujourd'hui. Par la société togolaise et africaine en général. Mais parce qu'en Europe, ça passe. Ça passe. Bon, on ne peut pas confirmer à 100%. C'est possible que là-bas aussi que ce soit comme ça. Mais quand on prend l'Afrique, franchement, c'est un peu difficile pour l'instant. Ce n'est pas accepté. Ce n'est pas bien vu qu'une femme convoque son mari. Pourtant, les femmes subissent beaucoup de violences, surtout les violences conjugales. On en reçoit tellement au centre de Kouts que si il faut se mettre à parler ou à décrire certaines violences, franchement, vous aurez les... Allez, donnez-nous quelques exemples. Un monsieur, par exemple, juste pour une dispute, qui prend un fer à repasser pour... Oui, sur la peau de sa compagne. Sa compagne, où on voit toute la peau déchirée. C'est méchant. Ah, malheureusement. Qui prend un ventilateur pour frapper sa femme. Vous voyez. Malheureusement, les violences conjugales, les femmes en subissent. Et aujourd'hui, bien que je ne dis pas qu'il n'y a plus de violence physique, oui. Mais ça a muté un peu. Nous avons plus de violence psychologique, plus de violence verbale. Aujourd'hui, les hommes, c'est vrai que la sensibilisation continue, mais les gens savent aujourd'hui que les violences physiques, surtout aujourd'hui, le droit, le code pénal vraiment est contre ça. On sanctionne durement. Durement. Donc, les hommes passent par d'autres moyens, par des violences psychologiques. Qui sont difficiles peut-être à démontrer, c'est ça? Justement, qui sont difficiles à démontrer. Le fait de toujours dénigrer sa femme, le fait de la sous-estimer, et le fait de toujours l'insulter, tout ça, franchement, psychologiquement. De la menacer. Psychologiquement. Je vais te renvoyer, tu vas retourner chez tes parents. Ou même les parents qui viennent, qui se mêlent un peu de tout, pour moins de choses, venir insulter la dame comme elle veut. Et malheureusement, ces violences psychologiques-là pèsent beaucoup sur les femmes, pèsent énormément sur les femmes. Donc, au centre d'écoute, on en reçoit. Donc, quand une femme ou bien un homme refuse à ce que sa femme ne travaille et que peut-être la personne, ils n'ont pas encore tenté une conciliation familiale, quand l'auteur vient chez nous, la victime plutôt vient chez nous, on essaie d'abord de lui demander d'aller vers la famille d'abord. Parce qu'on veut préserver la famille, parce qu'on sait qu'une femme convoquer son mari, même si ce n'est pas la justice, parce que les centres d'écoute sont considérés un peu, et sont dans le droit, si je peux le dire. Donc on voit déjà aussi, la population voit aussi les centres d'écoute comme la justice vice. Justement. Et donc convoquer même son mari vers les centres d'écoute même, c'est un peu mal vu. Donc, quand la personne vient à nous, on demande d'abord, est-ce qu'il y a eu une tentative de conciliation familiale? Si ce n'est pas fait, on lui demande d'approcher sa famille, de voir, de faire une conciliation d'abord. C'est au cas où la conciliation familiale n'a pas abouti, n'a rien donné. Là, à notre niveau, on peut facilement appeler le monsieur, tout en l'expliquant qu'au fait, le centre d'écoute n'est pas la justice. C'est pour ça qu'on met en avant la conciliation, la médiation. Donc, on essaie de donner l'opportunité aux deux parties de s'exprimer, de vider ce qu'ils ont ce qu'elles ont au cœur. Et là, maintenant, on essaie de concilier. On essaie de concilier pour voir comment arranger la famille, tout en leur disant le droit. Conciliation, famille et droit, c'est le thème, voilà, c'est l'aspect que nous abordons aujourd'hui dans votre émission L'heure du droit, qui reçoit Princesse Sabi du JFTD. Entendez par là le groupe de réflexion et d'action femmes, démocratie et développement. Nous sommes bien sûr sur le www.radio.jena.tg. Alors aujourd'hui, dans les populations togolaises, quand on sait que c'est difficile d'associer droit et conciliation, les populations ne vous accusent-elles pas, vous les juristes, femmes surtout, qui prenez le devant de vouloir détruire leur foyer? Vraiment, vous savez, quand une femme prend le devant de la scène, jusqu'aujourd'hui, la société, elle est un peu mal vue. Surtout quand une femme est un peu intellectuelle et encore juriste. Franchement, c'est un peu mal vu. Parce que, excusez-moi, elle ne se laisse pas faire. Elle ne se laisse pas faire parce que... Elle connaît ses droits. Justement, c'est parce qu'elle connaît ses droits. Et quand on veut tenter de violer un peu ses droits, elle essaie de ramener la personne à la raison. Mais la société voit parfois mal cela.
Et comme vous l'avez dit, au centre d'écoute, quand les personnes... C'est pourquoi au centre d'écoute, nous faisons tout à ce qu'il ne soit pas... Qu'on n'ait pas seulement des femmes. Qu'il y ait des hommes également. Parce qu'il y a des hommes, parajuristes ou juristes qui sont avec vous. Oui, que le GFDD a formé. Donc, quand la personne vient et qu'elle voit, surtout le mari, si c'est le mari l'auteur de la violation, quand le mari vient et qu'il voit qu'il y a aussi un homme et qui n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait, je pense qu'il est moins braqué. Il sait de faire avec. Mais parfois, certaines personnes, quand elles arrivent, elles ne voient que rien que des femmes. Au début, elles se braquent. Mais quand on commence et qu'on lit le droit, on ne prend pas parti. Genre, ce n'est pas parce que c'est seulement les femmes qui sont là et qu'il faut automatiquement aller et approuver ce que la femme a fait et que le monsieur voit que non. Mais ce que ces personnes-là sont en train de dire, du moins, elles sont en train de reconnaître aussi que ma femme aussi a sa part de responsabilité. Parce que, excusez-moi, comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, soyons sincères. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand deux personnes s'insultent, se battent, c'est que forcément... Il y a quelque chose qui s'est passé. Et que chacun doit reconnaître sa part de responsabilité. Donc, quand ça vient, nous essayons de mettre tout le monde à plat devant le fait accompli, devant ses responsabilités, que chacun reconnaisse ses torts. Et quand le monsieur se rend compte qu'au fait, non, on met aussi les torts de ma femme. Les torts de la femme aussi. Donc, il comprend mieux, il devient relax, il s'apaise. Et là, ça finit. Et heureusement, on finit bien. En beauté. En beauté. Alors, aujourd'hui, quelles sont les conséquences de ces violences sur les femmes quand vous les rencontrez souvent sur le terrain? Les conséquences, comme je l'ai dit, quand on prend toutes les violences, que ce soit la violence physique, psychologique, économique, sexuelle, il y a un point de rencontre. Ce sont les conséquences psychologiques. De toutes ces violences-là, nous avons comme dénominateur commun la psychologie. La psychologie. Donc, franchement, les femmes qui sont victimes, qui viennent à notre niveau, sont psychologiquement atteintes. Et quand on prend le harcèlement, par exemple, la conséquence, ça peut peut-être aboutir au viol. Le harcèlement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous approchent, les gens ne nous approchent pas quand ils sont harcelés. Mais c'est quand la conséquence vient, quand le viol est posé, on se rend compte qu'on était harcelé. Malheureusement. Donc, ça peut aboutir à comme on le dit, des grossesses non désirées, même au suicide. Au suicide, une femme qui est constamment battue et qui est psychologiquement tellement atteinte, elle peut mettre fin à sa vie facilement. Et ça a des conséquences sur les enfants aussi. Ça a des conséquences sur les enfants. Un enfant qui voit tout le temps son papa battre sa femme, son enfant, sa femme, sa mère plutôt. Sa mère. Forcément, quand l'enfant va grandir, c'est possible. L'enfant pense que c'est la règle. Je ne dis pas que c'est automatiquement. C'est possible que le jeune garçon copie le même pensant que c'est la règle. Et c'est possible aussi que la femme aussi se dise que si mon mari ne me tape pas, peut-être parce qu'il ne m'aime pas, parce que j'ai toujours vu ma maman être battue et toujours être avec mon papa. Donc elle va prendre ça comme de la norme, comme ce qui est normal. Et là, ça a une conséquence plus tard. C'est quand on prend les violences sexuelles où les parents ne veulent pas intenter une action et les parents veulent toujours faire ça en famille, comme on le dit, laver le linge sale en famille. Et on essaie juste d'amener la personne à l'hôpital et ça s'arrête là. Mais non, c'est grave. C'est grave. Derrière une violence sexuelle surtout, il y a des séquelles vraiment qu'elle peut garder toute sa vie. Tout au long, à chaque étape de sa vie, ça va se faire voir. Vous pouvez voir une personne victime de violence aujourd'hui qui vous parle facilement. Vous allez vous dire, oh non, elle tient, c'est bon. Mais les conséquences vont arriver plus tard. Il y a certaines personnes qui manifestent cela sur le champ. Mais d'autres personnes, vous l'avez dit, oh non, elle est forte, hein, elle est forte. Elle garde ça, mais... Elle n'est pas forte. Elle est anéantie. Avec le temps, peut-être un jour, elle peut peut-être refuser de se marier. De se marier, avoir la phobie des hommes. Vous voyez, il y a tellement de conséquences, non seulement sur la femme,
sur les enfants dans son environnement proche même. Il y a tellement de conséquences. On sait que quand la femme est heureuse, c'est que toute la famille est heureuse. Alors, on sait que toute la famille doit être heureuse avec une femme, mais les violences contre les femmes, on doit ensemble les combattre avec les arsenaux juridiques que vous avez. Aujourd'hui, quand vous regardez l'état des lieux avec la crise sanitaire, ces violences qui se sont développées encore plus, est-ce que la législation s'est adaptée par rapport à ce fait nouveau? Parce qu'il y a la crise, il y a les hommes qui passent plus de temps à la maison et donc susceptibles de créer plus de violence. Est-ce que aujourd'hui la justice s'est adaptée à cette réalité? Vraiment, aujourd'hui, avec la Covid-19, il y a beaucoup de violences conjugales qui ont augmenté. Bien que peut-être certaines personnes ne l'ont pas dit, ne l'ont pas dénoncé, si. On sait qu'il y en aura forcément. Parce qu'un papa qui tout le temps, d'habitude, sort pour vaquer à ses occupations, et maintenant avec la crise, le confinement et autres, est obligé de rester à la maison, forcément ils vont se redécouvrir. Oui. Ils verront d'autres comportements qu'ils ne se connaissaient pas avant, et là ça peut dégénérer, devenir autre chose, des violences et autres. Et avec cette crise, on s'est adapté. Quand je prends par exemple le GFDD, au début de la crise en mars, nous avons constaté une baisse de fréquentation des centres d'écoute. Sachant pertinemment qu'il y aura des violences, nous avons senti que les gens ne venaient plus. Cette peur de sortir, parce qu'on se dit que la Covid, il suffit d'approcher une personne, ou bien une personne ne peut pas aller vous l'attraper. Donc, les gens avaient peur de sortir. Ainsi, on s'est réfléchi. C'est vrai que ça a été une idée que nous avions depuis, mais avec cette Covid, ça a encore précipité les choses. On s'est demandé, il faudrait qu'on mette d'autres stratégies en place pour rapprocher les services des centres d'écoute des populations. Et là, nous avons mis en place récemment Akofa, qui est une assistante virtuelle et qui offre 3 types de services. Un service SOS, quand on est victime ou témoin, oui. On peut dénoncer. Et c'est par les réseaux sociaux? Par les réseaux sociaux. Il vous suffit d'enregistrer le numéro 93 96 89 89. 93 96 89 89. Vous enregistrez juste le numéro à travers WhatsApp. C'est un message automatisé qui vient. Il vous suffit d'envoyer le SOS et automatiquement, on vous demande votre sexe et autres. Et plus tard, maintenant, les 3 types de services qui sont là, le service SOS, si c'est pour porter plainte, parce que vous êtes victime ou témoin, il vous suffit de porter plainte. Si c'est un audio, si c'est un écrit, vous envoyez. Il y a le service Allo. Quand vous ne pouvez pas écrire, vous appelez. Vous appelez directement ou bien vous bipez même. Il vous suffit de biper. Automatiquement, la téléconférence vous rappelle en même temps. Ça, c'est clair. Et maintenant, comme je l'ai dit, étant donné que la population, la majorité, surtout les femmes, méconnaissent leurs droits, nous avons aussi un service info où nous avons laissé des informations sur le droit, sur les violences, sur les procédures et autres, qui permettent à toute personne de consulter et d'avoir des informations juridiques en matière de violence. De violence, justement, et de droits de la femme. Donc, cet Akofa, comme je l'ai dit, ça nous permet de rapprocher les services. Rappelons que Akofa en français, ça voudrait dire un peu apaiser. Apaiser, c'est en quelque sorte le travail ce que font les centres d'écoute. Le nom là nous est venu juste comme ça parce que on voudrait faire on cherchait une façon virtuelle des centres d'écoute, si je peux le dire. Oui. Les centres d'écoute sont là pour apaiser les familles, pour apporter l'information qu'il faut. Au finish, quand une médiation est faite, c'est l'apaisement qui vient. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas donner à Akofa? Oui, à ce projet. Donc, quand une victime ne veut pas se faire connaître, ou bien un témoin ne veut pas, ou ne peut pas se déplacer à travers Akofa, vous pouvez dénoncer les faits. Toutes sortes de violences, peu importe, il vous suffit d'envoyer un message à ce numéro-là et automatiquement, vous serez servi. Donc, à part ça, je crois qu'il y a d'autres structures aussi qui ont mis en place. Quand je prends le centre de formation... De profession de justice? Non.
le Centre de formation et de recherche des droits de l'homme, je pense, CDFDH. Oui, c'est CDFDH. Oui. Qui a mis en place RONAM aussi. Oui, en matière de droits de l'homme aussi, pour dénoncer les violations aussi. Il y a beaucoup de structures. Cette Covid, au fait, au Togo, ce n'était pas aussi développé avant, mais avec l'avènement de cette pandémie, ça a permis maintenant de comprendre qu'il faut vraiment développer ce domaine aussi, sachant bien que le TIC aujourd'hui est au cœur de la société. Justement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez à une femme qui a été violentée ou bien qui subit des violences de faire? Ok. Quand on est victime de violence, moi la première des choses, quand je dis, je sais qu'aujourd'hui, on est en Afrique, la tradition est là. Oui. On privilégie la famille, c'est normal. Mais il faut savoir vers qui aller. Ne pas laisser n'importe qui intervenir dans les affaires de couple. Excusez-moi. Donc, quand il y a un problème, étant donné que la société jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore une acceptation totale de la justice en quelque sorte, il vaut mieux tenter une action en famille d'abord. Et quand vous voyez que ça ne va pas, au lieu peut-être d'aller à la justice directement, qui est le haut lieu, au tribunal qui est le haut lieu, vous pouvez passer par ces structures qui sont là. Les centres d'écoute, les maisons de justice, vous pouvez passer. Et même les assistantes virtuelles qui sont là aussi, vous pouvez passer par là. Et on vous écoute. Sachez une chose aussi, que en venant au centre d'écoute, ce n'est pas forcément en même temps ou bien immédiatement régler un problème. Ou bien on se dit que quand je viens au centre d'écoute, automatiquement peut-être on va me donner une invitation, une convocation et que je ne peux pas. Non. Vous pouvez venir parce qu'on a des cas. On a reçu une dame qui est venue. Ça fait de cela 2 ans que nous suivions depuis 2000. Nous sommes en 2020. Depuis 2018. Que vous suivez son cas? Oui. Elle vient, quand elle a un problème avec son mari, elle vient nous expliquer. On lui donne d'autres astuces. Non, fais ceci, fais cela. Et on continue. On la suivait. Ce n'est que maintenant, en 2020, où c'est arrivé à un niveau où elle-même, c'est elle qui subit les violences, c'est arrivé à un niveau où... Parce que son cas, il y a plus de violence psychologique. Ce n'est pas une violence physique, ce n'est pas une violence sexuelle, c'est plus psychologique. Donc, on essaie de lui donner des astuces, comment faire, comment amener le monsieur. Parce qu'on sait que si on invite immédiatement le monsieur, ça va devenir une chose. Donc, on la suivait. Ce n'est qu'arrivé au moment où elle-même elle s'est dit non, c'est bon. Parce qu'au centre d'écoute, nous ne donnons pas des solutions. Nous amenons les victimes à comprendre, à connaître et à choisir. On leur présente les procédures. Quand il faut faire ceci, voilà, ça peut donner ceci. Quand il faut faire ceci, voilà. C'est à la victime de choisir. On n'impose pas. Donc, à force de travailler avec elle, arrivé un moment maintenant, en 2020, elle s'est dit non, c'est bon maintenant. Maintenant, je vais rester en justice. Et là, voilà. Vous l'accompagnez? On l'accompagne facilement. D'accord. Merci à Madame Princesse Sabi d'avoir accepté notre invitation. On a parlé de la violence faite aux femmes à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Je rappelle que vous êtes du GFDD, groupe de réflexion et d'action femmes, démocratie et développement GFDD. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous sur le www.radio.jena.tg ou alors sur notre application mobile téléchargeable sur Play Store. Tapez simplement Radio Jena et puis vous avez notre application et vous suivez tout notre programme. C'était l'heure du droit, une présentation d'Elia Tikbo. La mise en onde a été assurée par Rémi Ompati. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne pour une autre actualité du droit.